Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandeira. Ce soir, Monsieur PGL est à la barre. Il est accompagné de Wiesdorf. Wiesdorf, bonsoir. Bonsoir Monsieur PGL. Et bien sûr de l'incontournable, de l'innommable, du charismatique, de l'unique Lord Tesla à la technique. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau quelqu'un qui nous a fait le plaisir de partager ses ondes avec nous. Il s'agit de Sylvain Roussillon. Sylvain Roussillon, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Sylvain Roussillon va nous parler d'un sujet qui suscitait déjà l'intérêt de pas mal d'auditeurs. On l'a vu sur notre blog, un sujet que nous devions aborder depuis un petit moment. Il s'agit de la charismatique figure de Corneliu Zelea Codreanu, le capitaine, et du mouvement la Garde de Fer, plus connue sous la légende de l'archange Michel. Donc phénomène politico-mystique singulier de la première moitié du XXe siècle. Donc Sylvain Roussillon, qui est dont il est un fin connaisseur, va nous parler ce soir. Alors je crois qu'avant de rentrer dans les détails biographiques, puis factuels, qui concernent à la fois cette altière figure et ce mouvement, je crois qu'il est intéressant déjà de voir comment est né un certain intérêt pour ce sujet, cette figure, dans la sphère militante et activiste de ces dernières décennies. Et ensuite, Sylvain, je vous proposerai de nous dresser un état des lieux, un portrait un petit peu de la Roumanie du début du XXe siècle, ou plutôt de l'après-Première Guerre mondiale, pour situer un petit peu un contexte qui est quand même signifiant. Alors oui, donc merci. Alors l'intérêt pour la Garde de Fer, il est venu notamment du fait que j'appartiens, et vous aussi, à une génération qui a connu un monde bipolaire avec encore le rideau de fer, les dictatures communistes à l'est de l'Europe. Et le pendant de cette situation géopolitique, c'était le fait qu'on pouvait croiser sous nos cieux, en France, en Espagne ou ailleurs, un certain nombre d'exilés politiques. Je me souviens de Russes du NTS, et j'ai eu la chance... Mouvement solidariste. Solidariste. Voilà. Et j'ai eu la chance, moi, de rencontrer, lors d'un déplacement, un 20 novembre à Madrid, de rencontrer Horia Sima, le successeur de Codreanu à la tête de la Garde de Fer en exil, et Fausto Bradesco, qui était un des écrivains de la Garde de Fer en exil, qui a écrit pas loin d'une quarantaine d'ouvrages sur le sujet, d'échanger beaucoup avec eux et de découvrir par leur intermédiaire direct ce qu'était la Garde de Fer, ce que défendait la Garde de Fer. Voilà, et c'était une époque d'intense ébullition intellectuelle dans lequel les militants de notre génération cherchaient disons-le, une sorte de troisième voie entre un monde très tourné vers les États-Unis, vers l'Amérique, vers l'Occident capitaliste, et puis un glacis soviétique, et toutes ces expériences, qu'il s'agisse de la phalange espagnole, qu'il s'agisse de la Garde de Fer, nous apparaissaient comme des troisièmes voies historiques, intéressante et pourquoi pas encore possible. Voilà. C'est vrai que des ouvrages étaient déjà disponibles à l'époque. Je pense à la revue d'histoire du fascisme de François Duprat, puis les ouvrages même de Codreanu, des petits éditeurs, éditions Prométhée, étaient disponibles, ou ceux de Horia Sima. Oui. En français, en tout cas. Alors, dans d'autres langues. D'autant que la Garde de Fer, en exil, avait développé un certain nombre d'outils de communication et avait ses propres maisons d'édition, les éditions Dacia, etc., qui diffusaient à leur petite échelle un certain nombre de textes, de documents. Et il y avait quelque chose d'assez poignant pour des jeunes militants nationaux français à fréquenter ces Roumains qui étaient souvent de vieux monsieur, parce qu'il y avait une vraie fidélité chevillée au corps, et ça demeurait une espèce d'exemple. À l'époque, on était bien loin d'imaginer qu'un jour le rideau de fer s'effondrerait de manière aussi rapide, aussi brutale. Et cette espèce de transmission de flambeau avait quelque chose d'assez enthousiasmant et d'assez profond. Et c'est vrai que à l'époque, les rencontres
que moi et d'autres avons pu faire avec ces militants, ces témoins, avaient une véritable valeur d'exemple. Et je dois dire que ils ont ouvert, dessillé les yeux d'un certain nombre de militants de l'époque, suscité de l'intérêt pour ce qu'ils avaient vécu, pour ce qu'ils avaient fait, pour ce qu'ils avaient construit. Et puis, maintenant, les uns comme les autres sont morts, ils appartiennent à l'histoire, et il n'est pas inintéressant de revenir sur cette histoire, parce qu'il y a forcément des enseignements à tirer de cette histoire. Exactement, c'est un petit peu l'esprit de l'émission d'aujourd'hui. Alors, comme je le disais tout à l'heure, avant de poursuivre sur la figure du capitaine en lui-même, en tant que tel, pouvez-vous nous introduire un petit peu dans la Roumanie des années 20, de l'après-1918, donc de l'après-Première Guerre mondiale? Quel est le contexte précis dans lequel Codreanu va être amené à agir, justement? Alors, la Roumanie est un pays essentiellement agricole, qui a pris parti pour les Alliés contre les empires centraux pendant la Première Guerre mondiale. Je dirais presque un petit peu à la surprise générale, parce que le roi de Roumanie était un Hohenzollern. Et il avait subi d'assez importantes pressions de la part de sa famille, de la dynastie à laquelle il appartenait. Et l'entrée en guerre de la Roumanie d'un côté ou de l'autre était devenue un véritable enjeu à la fois politique et diplomatique. Et la Roumanie finalement fait le choix d'entrer en guerre en 1916 aux côtés des Alliés. Choix qui est dicté notamment par le fait que la Roumanie a de vieilles racines latines. Et puis on ne peut pas exclure aussi que dans les promesses d'après-guerre qui ont été faites inévitablement de la part d'un camp comme de la part de l'autre camp, les Alliés peut-être étaient un peu plus larges que les empires centraux sur les... Il y avait en tout cas des visées territoriales, notamment sur la Transylvanie. Voilà. Sur les promesses territoriales. Bon, on sait que l'entrée en guerre des uns et des autres... c'était un petit peu le cas aussi. Voilà, est rarement dictée par des purs élans d'honneur. Il y a toujours des négociations, notamment territoriales, derrière. La Roumanie va faire une guerre courageuse, mais une guerre qui est presque perdue d'avance, la concernant elle, puisque avec notamment l'effondrement de la Russie, elle se retrouve livrée aux assauts conjugués de l'Empire austro-hongrois et des Allemands, et elle est assez vite contrainte de déposer les armes, armes qu'elle reprend de manière très symbolique à la fin de la Première Guerre mondiale. Je dis de manière très symbolique parce que c'est quelques jours avant que les empires centraux ne déposent les armes. L'issue de la guerre ne fait plus aucun doute, mais la Roumanie tient à pouvoir s'asseoir la tête haute à la table des puissances des vainqueurs et de retirer les dividendes surtout. Et de retirer les dividendes. Donc elle redéclare la guerre. Et elle peut s'asseoir effectivement à la table des vainqueurs. Et là, les Alliés vont tenir l'essentiel des promesses qui ont été faites, et la Roumanie se trouve, voit sa superficie non pas doublée, mais en tout cas augmentée d'un bon tiers, avec la Bessarabie qui est rattachée. Voilà. Puis voilà, des territoires anciennement austro-hongrois, la Bucovine, la Transylvanie, voilà, c'est un Dobroudja bulgare, là, voilà. Oui, il y a vraiment. Voilà. C'est-à-dire pour les auditeurs, peut-être préciser une partie de l'Ukraine actuelle, une partie également de la Russie, une partie, vraiment géographiquement. Oui, bon, la Moldavie actuelle, la Bucovine qui est aujourd'hui redevenue ukrainienne. Bon, il y avait des territoires bulgares à l'époque, puis surtout l'épineuse question transylvaine, avec une forte minorité hongroise, magyare, sicule. Et on voit naître au cœur de cette Europe orientale un véritable, un petit géant géographique, politique, avec cette nouvelle Roumanie qui naît de ce premier conflit mondial. Voilà, un État très francophile à la fois culturellement et politiquement aussi. Voilà, très francophile historiquement, politiquement.
Alors, le corollaire et ce qui va... Alors, il est clair qu'une telle extension géographique est de nature à déstabiliser n'importe quel État. Il se trouve en plus que cette nouvelle Roumanie, si je puis dire, va être déstabilisée à un autre titre. Je ne voudrais pas qu'on interprète mal mes propos, mais il s'agit d'une vérité historique. Un certain nombre de populations de confession juive vont fuir et fuient la révolution russe et se réfugient en Roumanie. La Roumanie qui est voisine. On estime, un certain nombre d'historiens de l'époque et d'historiens insoupçonnables, moi je l'ai lu par exemple sous la plume de Milza, Milza estime qu'entre 1914, qui étaient les derniers chiffres disponibles, et 1930, la population juive de Roumanie passe de 300 000 individus à 850 000 individus. Et il est clair qu'une telle augmentation est de nature à déstabiliser un certain nombre d'équilibres dans un pays qui est déjà fragilisé par une extension rapide, et puis qui est fragilisé aussi par un contexte international, avec cette révolution, cette Russie bolchevique qui surgit à ses frontières. On est dans une situation de fragilité. Voilà, surtout qu'on est amené à faire un amalgame entre bolchevisme et judaïté, de vu la part énorme constituée par des éléments de confession juive parmi les leaders des différentes révolutions bolcheviques, que ce soit dans l'ancien empire russe ou même dans ces révolutions qui se lancent, que je pense à la Hongrie des Béla Kun et d'autres. Complètement. Il se trouve que par ailleurs, ces populations juives vont se comporter comme la plupart des minorités dans un pays, c'est-à-dire il y a un effet de resserrement sur soi, d'entraide, de mise en réseau, qui fait que la population roumaine de souche a le sentiment de se voir un petit peu dépossédé d'un certain nombre d'éléments. Ils sont perçus comme un corps étranger inassimilable. Comme un corps étranger qui a tendance à prendre en main un certain nombre de postes d'importance. C'est notamment très visible sur 2 points très précis de la société. Dans les universités, où on voit une explosion du nombre d'étudiants d'origine juive qui s'inscrivent en université. Et puis, dans un certain nombre de régions nouvellement annexées d'ailleurs à la Roumanie, où la population rurale roumaine ne bénéficie pas d'un accès aux banques et d'un accès à un certain nombre de prêts bancaires avec les mêmes facilités que dans les anciens territoires roumains. Et là, très souvent, c'est l'aubergiste ou l'épicier juif qui joue le rôle de banquier. Voilà. Et bien évidemment, lorsque tel ou tel agriculteur, éleveur, paysan se retrouve confronté à des problèmes de remboursement, à des problèmes d'endettement, à des problèmes de faillite, son créancier, ça n'est pas une banque anonyme et vagabonde, c'est selon la formule consacrée, c'est l'aubergiste du coin, l'épicier du coin qui bien souvent est de confession juive, ce qui contribue à cristalliser un rejet de cette minorité. C'est bien la paysannerie qui fait les frais de cette nouvelle Roumanie, en fait, parce qu'il y a une vraie confiscation du pouvoir par la bourgeoisie et par cette population-là. Clairement. Complètement. La première victime, enfin la classe sociale qui est la première victime de cette nouvelle Roumanie, c'est la paysannerie qui se voit affaiblir économiquement et qui ne retrouve pas, si je puis dire, ou qui ne trouve pas, pour être franc d'ailleurs, qui ne trouve pas la place qu'elle était en droit d'attendre compte tenu du nombre d'individus qu'elle représentait. Les sacrifices consentis pendant la guerre, qui ne retrouve pas la place attendue politiquement. Tout simplement parce que là aussi, sur le plan politique, la Roumanie du début des années 20, de l'immédiate après Première Guerre mondiale,
se caractérise par une véritable confiscation du pouvoir. Le suffrage universel direct est instauré en Roumanie après la Première Guerre mondiale, mais quand je parle de confiscation du pouvoir, c'est que en fait il y a un certain nombre de partis politiques, notamment articulés autour du Parti libéral, qui est le grand parti de la période, l'un des grands partis de la période, qui font voter une loi qui stipule que toute formation politique ou toute coalition obtenant au moins 40% des voix récupère les 2/3 des sièges. Or, le Parti libéral va s'allier avec le Parti agrarien qui représente les grands propriétaires terriens, va s'allier un temps avec le Parti national paysan, va s'allier un temps avec le Parti conservateur, et l'ensemble de ces composantes va constituer un bloc suffisamment fort, qui en plus bénéficie du soutien de la monarchie en place, et constituer un bloc électoral suffisamment fort pour s'assurer à chaque élection, de manière quasi systématique, les 40% nécessaires à l'obtention des 2/3 des voix, le reste des formations politiques présentes se partageant les miettes. Donc on a donc d'emblée, dès l'apparition du suffrage universel en Roumanie, on a d'emblée une confiscation du pouvoir. Un cartel monopolistique. Ouais. Une confiscation du pouvoir par un système électoral. Et cette confiscation du pouvoir, elle se fait essentiellement dans l'intérêt du peuple roumain, enfin de ces élites roumaines. Parce que qu'est-ce qu'il en est également? Parce que j'imagine qu'un pays qui s'agrandit de cette manière-là, la gestion des minorités et de toutes ces populations nouvellement arrivées, quel type de représentation? Ça doit générer certainement aussi une certaine instabilité politique. Alors, ça génère une certaine instabilité politique. Ces minorités, souvent, s'organisent elles-mêmes autour de partis politiques qui sont chargés de défendre leurs intérêts propres. Ces petits partis politiques, pour pouvoir exister, n'ont pas d'autre choix souvent que de rejoindre la grosse coalition gouvernementale. Donc on a un renforcement du glacis gouvernemental et de la mainmise de ce glacis sur la Chambre des députés et sur le système électoral roumain. Face à cette situation qui, en fait, fiche complètement les choses dès après la Première Guerre mondiale, on a une première réaction nationaliste, à travers un mouvement qui s'appelle la Garde de la Conscience nationale, qui est monté par un ouvrier roumain. Et ce sera le premier engagement de Corneliu Zelea Codreanu. Il a 20 ans à l'époque. Alors venons-y justement. D'où vient-il, ce Corneliu ? Quelles sont ses racines à la fois familiales? Quel est son parcours justement jusqu'au moment que vous décrivez, donc jusqu'à ce début des années 20? Alors, vous dites qu'il a une vingtaine d'années, donc il est né en 1899. Il est né en 1899, d'un père enseignant. Alors, on prête à sa famille, notamment du côté maternel, des origines à la fois allemandes et puis polonaises. Alors, ce qui est amusant, c'est que notamment le successeur de Codreanu, Oriasima, reconnaissait du bout des lèvres, mais reconnaissait les ascendances allemandes de Codreanu. Mais alors, dès qu'on disait, c'est visible dans de nombreuses interviews de l'époque, dès qu'on sous-entendait que Codreanu ait pu avoir des origines polonaises, c'est-à-dire en fait ça se crispait un des peu, origines non roumaines. Oui. Alors là, c'était ça se passait moins ça bien. se passait moins bien. Simas se mettait en colère en disant que c'était de la diffamation, du mensonge, que Codreanu était 100% roumain, que sa roumanité était inattaquable. Bon. Et qu'en est-il en fait? Alors, il semblerait effectivement que
Codreanu soit soit finalement le digne représentant. Codreanu est né dans une partie de la Roumanie qui était une ancienne province austro-hongroise. La Bucovine. Et à ce titre-là, Codreanu c'est un pur produit de son époque, en fait. Est un pur produit de son époque, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que il a dans ses ancêtres des rameaux allemands, des rameaux polonais, de petite noblesse. La fameuse Schlarta, ouais. Ce qui ne remet aucunement en question le fait qu'il se sente, qu'il soit d'ailleurs roumain à 100% et que il cherche, qu'il ait un vrai amour de sa patrie, et sa patrie c'est la Roumanie. Surtout que pour coller au plus près quand même de cette romanité, il fera quand même le choix d'une conversion à la foi orthodoxe, alors qu'il est de confession catholique. Oui, complètement. Puisque, en plus, voilà, donc il y a quand même une démarche de sa part de vouloir s'imprégner totalement de cette image de Roumain à part entière. Oui, et je dirais que ça n'est pas un calcul de sa part. C'est-à-dire que ça n'est pas, c'est pas Bucarest vaut bien une messe. Non, mais d'ailleurs, ça nous montre que dans l'identité qui nous constitue, il y a une partie de volontarisme, de choix profond, et il y a une sorte d'intériorisation spirituelle et profonde de modèle identitaire, même si on ne le porte pas forcément dans son sang, en tout cas sur un plan purement hérité, purement biologique. Et je crois que parmi tous les éveilleurs de peuple, dont certains noms sont familiers à pas mal de nos auditeurs, on a des exemples précis qui se rapprochent de Codreanu. Je pense notamment à Patrice Pearse, Padraig Pearse, donc éveilleur de peuple irlandais, dont le père était britannique, ou même Imon de Valera, pour reprendre l'étranger, dont le père était espagnol. Et je crois que justement cette part d'ascendance étrangère n'a pu que polariser davantage, je reprends un langage plus évolien, en fin de compte, cette voie qui va les amener à incarner véritablement une part de l'héritage et de l'identité du pays qui, pour une part, ils ont choisi. Donc, je crois que dans notre identité, il y a toujours cette part à la fois d'inné et d'acquis, d'héritage familial et biologique, et puis de choix volontaire, qui fait que, on voit que les choses ne sont pas toujours aussi simples, mais le cas est patent chez Codreanu. Alors qu'après, des fidèles comme Sima, est voulu se soit crispé, bien sûr, sur certaines vérités que l'histoire dément. Voilà, l'histoire dément en montrant la complexité, c'est une autre chose. Mais nous, nous avons quand même une vision maintenant plus distanciée, avec plus de recul, et nous sommes capables de concevoir que le phénomène existe. Et ce n'est pas décrier Codreanu ou au contraire le diminuer, que de marquer que il avait des ascendants polonais et allemands. Il est vrai aussi à la décharge d'Horia Sima que cette vérité a été instrumentalisée par un certain nombre d'adversaires de la guerre de fer et de Codreanu, qui, à une époque, je pense à Stelesco, qui était un transfuge de la guerre de fer, et la guerre de fer l'affublait de l'adjectif le traître Stelesco. On ne parlait pas de Stelesco simple, c'était le traître Stelesco, qui s'était amusé à un moment à répandre le bruit et à l'instrumentaliser pour discréditer Codreanu. Donc on peut comprendre que Sima, des années après, ait encore eu en tête cette espèce de combat, d'opposition qu'ils avaient eu à livrer. Voilà. Tout à fait, oui. Alors, il est éduqué en Roumanie, il reçoit l'éducation roumaine, il est bien sûr roumanophone, il fait des études à l'école militaire, il combat même pendant la Première Guerre mondiale. Oui, il combat même pendant la Première Guerre mondiale. Ça fait partie de cette génération de jeunes anciens combattants qui, il y en aura d'autres, Mosley, le Britannique par exemple, qui aspirent à la sortie de la guerre à prendre leur place, toute leur place dans la société nouvelle qui se dessine. Codreanu aspire lui à prendre toute sa place en matière politique, d'où son engagement dès 1919 au sein de la garde de la Confiance nationale. Et puis Codreanu entend aussi prendre toute sa place en tant
qu'acteur intellectuel, si je puis dire, de la vie roumaine. Il fait des études de droit. Il reprend ses études, des études de droit à l'université d'Iassi, une université où Codreanu déclenche très vite. Alors, il y a une agitation qui éclate à l'université d'Iassi, menée par un professeur, le professeur Cuza, contre la présence jugée trop nombreuse d'étudiants juifs par rapport au nombre d'étudiants roumains. Et c'est vrai que dans l'université d'Iassi, l'état des lieux fait apparaître à peu près 50-50. 50% d'étudiants d'origine juive, 50% d'étudiants roumains. Et c'est un cas qu'on retrouve dans la plupart des grandes universités roumaines à l'époque. Et le professeur Cuza, qui est déjà, lui, engagé politiquement, déclenche une agitation contre cette situation en demandant un numerus clausus, c'est-à-dire qu'il y ait un nombre de places qui soit une modification. Sauf que Cuza est déjà un homme âgé, il a plus de 60 ans à l'époque, et c'est une figure, mais ça n'est certainement pas un organisateur. Et c'est là que Codreanu, pour la première fois, va donner la pleine mesure de ses capacités et de ses compétences, c'est-à-dire que Codreanu, très vite, prend en main de manière formelle l'agitation qui se dessine sur l'université d'Iassi. Et à partir de 1920 et dans les années qui suivent jusqu'en 1923, il y a une agitation qui se développe dans l'ensemble des universités et des campus roumains à partir de l'université d'Iassi, réclamant la mise en place d'un numerus clausus dans les universités. Et c'est la première fois que Codreanu fait parler de lui sur le plan national, c'est-à-dire que ça devient un leader étudiant connu nationalement, connu et reconnu nationalement, et qui voit sur lui les projecteurs de l'actualité de l'époque se focaliser un petit peu. Mais à l'époque, Codreanu n'a pas la vocation, en tout cas il ne la ressent pas en tant que telle, de prendre en main, de devenir un leader. Il se considère davantage comme le serviteur d'une cause, en l'occurrence la roumanité, si je puis dire, mais pas du tout comme un leader de premier plan. Et d'ailleurs, de son point de vue, il prend conscience que cette agitation étudiante n'est finalement qu'une agitation étudiante, et que si les idées qu'il défend doivent aboutir un jour, doivent se développer, il faut qu'elles quittent le registre étudiant et qu'elles investissent le champ de la politique. Et il pousse à la création d'une Ligue d'action nationale chrétienne, dont la présidence est confiée à sa demande au professeur Cuza, Codreanu ne se jugeant pas digne, et c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup chez lui ultérieurement et dans la guerre de fer, toujours une espèce d'introspection, suis-je digne, suis-je indigne de... La notion d'une personnalité active, chère Jusce Evola, sur laquelle nous pourrons revenir. Exactement. Entre autres, Et Codreanu, à l'époque, se juge trop jeune, juge que le professeur Cuza est une vraie figure, une vraie personnalité. Et même s'il a été le principal artisan de cette agitation qui voit naître cette Ligue d'action nationale chrétienne, Codreanu préfère en laisser la présidence et en laisser les lauriers à quelqu'un d'autre, lui restant un élément actif, mais en tout cas pas un élément n'en tirant pas les fruits, quoi. En tout cas, il va se signaler un an plus tard dans la rue, maniant avec beaucoup de brio le pistolet automatique, non ? Oui, effectivement. Il se fait
en assassinant un opposant, un préfet de police qui s'était montré particulièrement agressif à l'égard des milieux et des militants nationaux roumains. Et il est acquitté d'ailleurs. Il sera acquitté. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que là où se produit l'attentat, la population est plutôt favorable à Codreanu. Et le gouvernement, pour éviter un jugement qui aurait conduit de manière inévitable à un acquittement probable, décide de délocaliser le procès dans une région où Codreanu est moins connu, manifestement ou visiblement moins apprécié, et le gouvernement s'attend à ce que, de ce fait, le procès soit plus dur. Et c'est exactement l'inverse qui va se produire. Codreanu se défend avec brio, explique avec beaucoup de sagesse et d'intelligence son acte et la portée de son acte. Et lorsque le jury populaire est amené à donner son verdict, alors je sais qu'on ne prête qu'aux riches, mais en l'occurrence, on n'a pas d'éléments qui viennent dire le contraire. Il semblerait que l'ensemble du jury populaire se soit présenté après délibération, chacun arborant l'insigne de la Ligue d'Action nationale chrétienne et prononçant l'acquittement pour Codreanu. Alors, je voudrais juste revenir sur l'engagement politique de Codreanu dans ces années-là. Cette origine, parce qu'aujourd'hui on a beau jeu, on parle d'antisémitisme et de choses comme ça, donc on ne peut pas résumer l'engagement politique. On va parler de judéophobie à Fontaine. Oui, parce que voilà, approprions-nous un certain vocabulaire. Ce sera plus simple. On ne peut pas tout résumer à ce niveau-là. Il y a un vrai problème, il est clair, par rapport à ce pays nouvellement reconstitué, une affluence de personnes venues, en nombre important, mais on ne peut pas résumer l'engagement de Codreanu uniquement par rapport à ça. Non. L'engagement de Codreanu, il est dû aussi au fait, à tout ce qu'on a développé avant. C'est-à-dire qu'il y a cette confiscation du pouvoir politique, il y a cette confiscation du pouvoir économique, il y a cette confiscation, finalement, la judéophobie affichée de Codreanu en milieu universitaire n'est que une conséquence du reste. C'est-à-dire que lui-même est étudiant, il intervient sur le choix étudiant. Une génération du front qu'on pourrait plus ou moins, peut-être pas autant qu'en Allemagne ou en Italie, assimiler une sorte de nationalisme soldatique, pour reprendre des catégories de la révolution conservatrice, mais on a une génération qui veut jouer un rôle. Qui veut jouer un rôle et qui veut, à travers ce rôle, dénoncer un certain nombre d'injustices constatées dans le pays. Et il se trouve que Codreanu, qui a repris ses études, agit sur le terrain étudiant, et sur le terrain étudiant, il traite le problème qui se pose immédiatement à lui. Alors justement, dans les mois qui vont suivre ces événements, à la suite de dissensions, va être fondé justement donc le mouvement qui va nous occuper principalement de cette fameuse légion de l'archange Michel. Alors, développez un petit peu, s'il vous plaît, Sylvain. Codreanu interrompt ses études en Roumanie pour venir les mener en France. Il les mène à Grenoble, il passe son doctorat de droit à Grenoble. Pour la petite histoire, la maison qu'il habitait chez les Belles-Mains à Pinet-du-Riage, en montant au-dessus du Grenoble, existe toujours. Elle est toujours visible. Pour ceux qui ont la chance d'avoir vu cette maison en photo à quand une plaque commémorative. Alors voilà, c'est toujours un peu décevant. On passe devant cette petite bâtisse au bord de la route et on se dit qu'on passe à côté d'un petit monument d'histoire, mais qui n'est signalé par rien. C'était marié entre-temps, je crois, non ? Oui, c'était marié entre-temps. Il y va avec sa femme. Alors, juste aussi pour je ne sais pas si ça relève de la petite histoire ou pas. On parle justement de cette période française. Il rencontre, il découvre la pensée maurassienne. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'il y aura une influence sur Codreanu ou pas ? J'ai lu ça, moi. Alors, il découvre l'Action française. Il y aura une influence sur Codreanu, je pense évidemment, comme sur tous les nationaux de l'époque. À l'époque, l'école d'action française rayonne sur presque l'ensemble de l'Europe, peut-être à l'exception de l'Allemagne. Mais il y a incontestablement un rayonnement. Mais je dirais que le rayonnement sera moins important chez Codreanu que chez un certain nombre de ses lieutenants.
Voilà, on trouve des traces de correspondance de cadres de la gare de fer qui écrivent à Maurras ou à l'Action française. On n'a malheureusement pas trouvé trace de réponse, mais bon, le communisme étant passé sur la Roumanie, il se peut que les archives en aient souffert et aient été détruites. Mais pour Codreanu lui-même, je dirais qu'il a été influencé, certes, mais c'est pas le fond de... Alors venons-en, messieurs, si vous voulez bien, donc à la caractérisation vraiment de ce mouvement, la Légion de l'Archange Michel, que l'on qualifie parfois donc du terme de garde de fer, de mouvement légionnaire. Quelle est un petit peu la singularité de ce mouvement qu'on doit resituer aussi dans un contexte où apparaissent donc le fascisme italien, les divers mouvements en Allemagne ou dans de nombreux pays d'Europe centrale. On a les phénomènes qu'on a appelés de manière générique les fascismes européens. Donc comment situer ce mouvement? La Légion de l'Archange Michel, puisque c'est le nom initial du mouvement de Codreanu, est créée en 1927, c'est-à-dire relativement tardivement par rapport aux autres mouvements que vous citez. C'est créé, Codreanu crée cette Légion de l'Archange Michel lors de son retour de France. Il fait 2 séjours en France, lors de du retour de son 2e séjour. Quand il constate que la Ligue d'Action Nationale Chrétienne qu'il a laissée au professeur Cusa est aux antipodes de ce pourquoi elle a été créée. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui voulait régénérer la Roumanie, voulait se battre contre la corruption, voulait restaurer une forme d'équité nationale, de solidarité nationale, et c'est exactement l'inverse qui se produit. Les 9 parlementaires de cette ligue se battent entre eux, c'est la course au plus offrant en termes de postes ministériels, d'avantages en nature, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils trouvent un mouvement qui est complètement miné par les dissensions, miné par la corruption, exactement aux antipodes de ce pourquoi il avait été créé. Codreanu rompt avec Cusa de manière assez brutale et décide à ce moment-là de créer son mouvement à son idée, c'est-à-dire de revenir à ses fondamentaux. Et ce mouvement, ce sera la Légion de l'Archange Michel. Mouvement qu'on ne peut pas qualifié de mouvement fasciste comme il en a existé d'autres à la même période, c'est d'abord un mouvement chrétien et spirituel. Codreanu l'avait lui-même écrit, et puis ça a été repris ensuite par ses successeurs, dans une comparaison avec le fascisme italien et le national-socialisme allemand. On disait que le fascisme italien s'incarnait à travers un État. C'est statolatré. Voilà. Que le national-socialisme allemand, le nationalisme allemand s'incarnait de manière biologique, à travers la race, la notion de race. Pour Codreanu, le nationalisme roumain, la Légion de l'Archange Saint-Michel, s'incarne à travers une spiritualité nouvelle. Quelque part, on pourrait presque dire que la Légion de l'Archange Michel, qui plus tard la garde de fer, alors on reviendra peut-être un peu sur les différents intitulés qu'a connu la mouvance créée par Codreanu, fonctionne de manière différente. C'est finalement une sorte de résurgence d'une sorte d'ordre chevaleresque en plein XXe siècle. On est vraiment dans quelque chose de singulier, quoi. On est dans quelque chose de singulier, quelque chose qui est à la fois anti-moderne, mais en même temps très empreint d'une vraie modernité, paradoxalement, par rapport à un sentiment de solidarité nationale. Très anti-moderne dans le sacrifice qui est demandé aux membres de la Légion de l'Archange Michel ou de la garde de fer, parce qu'il y règne une discipline et un ascétisme justement qui ne sont pas sans rappeler les ordres chevaliers monastiques du Moyen-Âge, et puis en même temps quelque chose de très moderne, parce que ce mouvement s'insère et s'inscrit résolument dans la problématique du temps.
dans les problématiques de l'époque, à travers des injustices sociales, à travers une crise économique rampante, à travers les problèmes de la paysannerie, et nouveauté pour la Roumanie, à travers les problèmes que rencontre le prolétariat naissant en Roumanie. La gare de fer est un des premiers mouvements, sinon le premier, non seulement à s'intéresser à la classe ouvrière roumaine, mais à mettre tout en œuvre pour lui venir en aide. Il a préservé des influences bolcheviques, exactement, qui n'étaient pas négligeables en Roumanie à l'époque. Exactement. Et c'est en cela que c'est un mouvement qui est parfois difficilement saisissable ou facilement caricaturable. C'est qu'on est à la fois dans un mouvement anti-moderne, mais un mouvement qui est résolument inscrit dans la réalité quotidienne de la Roumanie de l'époque. C'est vrai que ce qui a pu le faire classer aussi parmi les mouvements fascistes, c'est une certaine esthétique sur un plan extérieur. C'est vrai que son organisation, le choix du port de l'uniforme, mais qui était commun à tous les mouvements politiques de l'époque, pourrait le rattacher aux yeux d'observateurs superficiels, donc sous ce vaste mouvement des fascistes ou des mouvements apparentés qui apparaissent plus ou moins donc, en Europe à cette époque-là. Oui, c'est vrai que les militants portent une chemise verte, même si Codreanu lui-même d'ailleurs a souvent dit qu'en ce qui le concernait, il préférait porter un complet veston ou un costume traditionnel roumain. Et d'ailleurs, on a beaucoup de photos. On a beaucoup de photos aussi de militants de la Légion ou de la garde de fer ne portant pas l'uniforme du mouvement, mais étant habillés en civil ou en vêtements traditionnels roumains. Donc on n'est pas, et puis vous faites bien de le rappeler, effectivement, la plupart des mouvements politiques de l'époque, à droite comme à gauche, portent l'uniforme ou portent des pièces d'uniforme. Donc une autre époque. C'est une autre époque, voilà. Alors, très clairement. Je crois qu'il serait intéressant pour nos auditeurs de revenir sur tout cet arrière-plan mystique, symbolique et idéologique relatif à cette Légion de l'Archange Michel, notamment dans ses fondements, sur le plan religieux aussi. C'est un mouvement chrétien, orthodoxe, mais je pense que vous allez nous montrer que ce christianisme orthodoxe trouve ses origines, enfin cet arrière-plan spirituel trouve ses origines bien au-delà de la dimension purement chrétienne. Comment aussi est perçu l'engagement du militant gardiste, du militant légionnaire, je pense que c'est le terme qu'on peut reprendre et qui était utilisé. Concrètement, ça se traduit comment cet engagement, un engagement total, comme on peut le constater en lisant. Il y a différents degrés d'engagement, puisque l'ensemble du mouvement légionnaire fonctionne à différentes vitesses. Mais pour ce qui constitue le noyau dur, la garde de fer, et puis ensuite un autre corps qui sera créé, le corps Motamarine, qui est créé en 1938, et qui comptera pas loin de 10 000 affiliés. Là, on est vraiment dans l'élite du mouvement, et avec effectivement des règles de vie qui sont qui peuvent nous sembler aujourd'hui un petit peu en décalage par rapport à la réalité, mais qui correspondent profondément à un engagement presque sacrificiel à l'époque, un engagement ascétique très, très, très dur. Par exemple, les membres du corps Motamarine acceptent de pratiquer un jeûne 3 fois par semaine, renoncent à l'alcool, renoncent au tabac, font vœu d'abstinence, comme des moines soldats, ce qu'ils sont d'une certaine manière, sachant que l'affiliation au corps Motamarine est limitée à l'âge de 30 ans et qu'après 30 ans, le militant légionnaire doit, au contraire, s'engager dans la vie, donc se marier, etc. On s'aperçoit qu'on est bien au-delà de la stricte dimension politique, qu'il s'agit véritablement d'une sorte de révolution spirituelle intérieure. C'est une révolution travail sur soi, pour reprendre un certain vocabulaire, qui a d'ailleurs pu impressionner des figures qui nous sont chères, comme le baron Julius Evola, qui a consacré un article célèbre à ses impressions consécutives à la rencontre justement avec celui qu'on appelle de plus en plus le capitaine.
Codreanu, effectivement, est fasciné. On a les textes, est fasciné par sa rencontre avec Codreanu. Oui, et voilà, on va dire. Julius Evola. Oui, et voilà. Et fasciné par sa rencontre avec Codreanu. Et c'est loin d'être le seul à l'époque. On a beaucoup de témoignages d'intellectuels européens qui rencontrent Codreanu, qui sont fascinés par l'homme qui, incontestablement, dégage quelque chose. Alors, on reviendra sur la dimension charismatique du capitaine après notre traditionnelle pause musicale qu'on va trouver dans un double album qui avait été consacré justement à Codreanu et à la légende de l'Archange Michel, une compilation qui s'intitulait Codreanu ein Erinnerung an der Kampf, une compilation allemande, avec un morceau de von Trosttal, où j'y arrive, je suis fatigué ce soir, intitulé I the Captain Thy Guard, donc une formation donc, que connaissent surtout certains auditeurs. Donc von Trosttal. Bien, chers auditeurs, c'est le moment de revenir sur l'altière figure du capitaine, de Cornelius Codreanu. Donc, cette figure inspirait justement des sentiments, des impressions qui étaient quand même assez fortes parmi les personnes qui ont été amenées à le rencontrer. Un grand charisme. Donc, développez un petit peu là-dessus, s'il vous plaît, mon cher Sylvain. Puis, revenons dans la foulée sur justement cet arrière-plan mystique et spirituel de la légende de l'Archange Michel. Alors, assez rapidement, il est vrai que la Roumanie rurale est très imprégnée de foi chrétienne, et que au-delà de la foi chrétienne qui y est pratiquée, il y a de vieux restes d'autres spiritualités
qui existe et subsiste à l'époque en Roumanie, issu du mitraillisme, issu d'un certain nombre de traditions païennes qui sont encore pratiquées dans les campagnes roumaines. Et donc ça donne une société très, très protéiforme sur le plan spirituel, mais en tout cas qui dans son ensemble est très imprégnée de spiritualité. Et donc définit ce fameux christianisme cosmique donc mis en avant par Michel Elia, notamment, dont nous en parlerons. Et donc très clairement, le modèle qui est présenté par Codreanu et par les légionnaires trouve très vite un terreau propice pour se développer au sein d'une population qui vit sa situation comme une véritable situation d'abandon matériel et d'abandon spirituel. Et dans un premier temps, la Légion et Codreanu apportent une réponse spirituelle. Dans un second temps, très rapidement, la Légion va aussi apporter une réponse matérielle aux attentes des populations roumaines. Et je dirais que là aussi, c'est un élément extrêmement original du mouvement légionnaire et de la guerre de fer. Qui pourrait presque se poser comme précurseur du MAS ou de Casapande sur un certain nombre d'éléments qui sont mis en place, puisque rapidement, dès les premiers mois de fonctionnement de son mouvement, Codreanu met en place des chantiers d'intérêt généraux, des chantiers d'intérêt collectif, en envoyant les militants et les militantes du mouvement légionnaire donner un coup de main aux moissons, aider à relever les digues, réparer un pont, une route, relever un mur, dans les villages, etc., etc. On va vers le peuple. On va vers le peuple, on n'attend pas que le peuple vienne à soi, on va vers le peuple. Très rapidement aussi, le mouvement de Codreanu met en place des coopératives agricoles où on achète au prix coûtant, sans passer par des intermédiaires, un certain nombre de productions agricoles aux paysans roumains qui ne perdent pas. Il n'y a pas de vive négociation. On achète au prix qui est demandé par le paysan. Et la Légion transporte les différentes denrées et les vend dans ses propres boutiques légionnaires dans les quartiers ouvriers des villes industrielles roumaines. Donc on a donc une vente directe du producteur au consommateur, du paysan roumain à l'ouvrier roumain, sans que la Légion ne prélève sa quote-part. Et là, on a la mise en place de circuits économiques, de circuits solidaires parallèles. On est en plein dans une économie sociale et solidaire avant l'heure. Ils n'ont pas dû se faire que des amis sur les choses comme ça, parce que j'imagine que ces paysans, enfin, il y avait certainement des domaines et des grands propriétaires fonciers qui n'ont pas dû voir forcément ça d'un bon œil. Enfin, comment ça s'est passé concrètement ? Alors, oui, des spéculateurs de services oui. aussi. Ouais. Oui, alors ça s'est passé. L'enthousiasme de la jeunesse de la guerre de fer a surmonté tout ça, mais concrètement, la guerre de fer a souffert de beaucoup de tracasseries administratives, a dû affronter un certain nombre de dissolutions, des arrestations. Oui, les choses se sont pas passées aussi sereinement que je viens de le raconter. La guerre de fer découvre à cette occasion vraiment les premiers tracas, les premiers éléments d'une répression qui se met en place et qui va aller en s'accentuant contre elle. Ça coïncide d'ailleurs, le développement de ces processus solidaristes coïncide avec la volonté de la guerre de fer de commencer à se frotter au processus électoral. Donc la guerre de fer doit essuyer d'ailleurs une première dissolution gouvernementale, ce qui ne l'empêche pas de se présenter aux élections avec un score qui est d'ailleurs extrêmement faible. Elle n'est pas en capacité de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions et elle enregistre un score d'à peu près 36 000 voix sur l'ensemble de la Roumanie, ce qui est très faible. Mais dès l'année suivante, à l'occasion d'une élection partielle,
c'est Codreanu lui-même qui pose sa candidature et qui, à la suite d'une campagne électorale virulente, dure, dans laquelle la garde de fer met tout son poids, mobilise très largement, la garde de fer remporte le siège et conforte sa position quelques semaines plus tard en remportant un second siège lors d'une élection partielle. Juste peut-être pour nos auditeurs, on est passé de la création de la Légion de l'Archange à la garde de fer. Les choses ne se sont pas faites en même temps. Non, alors la création de l'Archange, de la Légion de l'Archange, c'est 1927. Et en 1930, Codreanu décide de créer, de rassembler l'élite des légionnaires au sein d'une autre organisation qui s'appelle la garde de fer. Alors, la garde de fer, d'ailleurs, le nom semble être venu de l'emblème. Je ne sais pas si vos auditeurs ont en tête la manière dont les faisceaux, les faisceaux en grille, de fer, ouais. La grille de fer. Et là, l'emblème de la garde de fer, en fait, l'emblème du mouvement légionnaire va être très vite caricaturé par les adversaires de la garde de fer, qui s'amuse à jouer sur les mots en appelant, donc en roumain on dit Garda de fier. Garda de fier. Ouais, Garda de fier, garde de fer. Ouais. Mais les adversaires vont s'amuser, avant que ça ne s'appelle la garde de fer, à caricaturer l'emblème de la garde de fer en l'appelant Sgarda de fer, ce qui signifie le collier de fer. Et puis d'autres l'appellent Gardoul de fer, ce qui signifie la grille de fer. Et très intelligemment, Codreanu et ses lieutenants, au lieu de se battre contre des moulins à vent, vont faire de ce détournement de leur insigne, de leur emblème, vont en faire le nom de leur noyau dur et vont l'appeler la garde de fer. Voilà. Et donc la garde de fer, qui rassemble l'élite militante, intellectuelle, ascétique du mouvement légionnaire, est créée en 1930. Et c'est elle notamment qui va très vite se trouver en première ligne pour répondre à la répression naissante et rampante qui commence à s'acharner contre les gardes de fer. Et on va en dire quelques mots, parce que aujourd'hui, quand on parle de répression, c'est quelques arrestations, etc. À l'époque, voilà, c'est une répression... On est frappé par le côté paroxystique. Oui, oui. On dérive vite d'une véritable violence politique, une certaine férocité de part et d'autre d'ailleurs. Là, ce qui est frappant, c'est de voir la capacité, la volonté de riposte de la garde face à tout ce qui est considéré comme une agression et comme une légitime réaction, quoi. On menace d'interdire le mouvement, l'interdiction est promulguée, on abat le responsable. Je veux dire, c'est une sorte de justice divine. On est aussi dans cet esprit sacrificiel, dans cette omniprésence de la mort, quelque part, avec aussi cette notion de martyr, une sorte de martyrologie de la garde. Oui, c'est assez frappant pour nous, occidentaux. C'est assez frappant parce que quand Fausto Bradesco, qu'on évoquait tout à l'heure, un des intellectuels de la garde de fer, a écrit un livre sur le sujet, sur le terrorisme de la garde de fer, dans lequel il explique très clairement que les actes de vengeance perpétrés par les militants de la garde de fer, les actes qu'on peut qualifier au sens large du terme de terrorisme, où on abat un adversaire, on abat un ministre, etc., on abat un préfet de police, on l'abat pas, puis on jette le flingue d'un côté, on se sauve en courant. Non, non, les militants légionnaires, les militants de la garde de fer qui participent à ce genre d'activité vont ensuite se livrer à la police, en sachant que ce qui les attend, ça peut être la peine de mort, ça peut être la torture avant, des condamnations aux travaux forcés pour de longues peines. Et ces militants en ont parfaitement conscience, et c'est en toute conscience qu'ils se livrent à ces actes et qu'ils attendent ensuite de s'offrir en sacrifice. Et là, on a une dimension qui est propre à la garde de fer, cette dimension sacrificielle voulue
assumé, revendiqué, qu'à mon sens on ne retrouve dans aucun autre mouvement. Hein. Et lorsque d'ailleurs les militants de la garde de fer responsables de ces actes ne se livrent pas, ils attendent simplement sur place qu'on vienne les arrêter. Enfin, il n'y a pas de tentative de fuite, d'échappatoire, etc. On est vraiment dans une logique de don de soi complet, entier. Un esprit de milice, voilà, tel que des auteurs comme le mis en avant, en tout cas, effectivement, une voie guerrière. Une voie guerrière, bon, à l'époque de modernité naissante, et bien entamée. Alors, on peut considérer qu'avec un tel mode d'action, la garde de fer va avoir un certain impact sur certaines couches de la population. Et je crois que vous allez le développer. Une certaine singularité de la garde de fer, c'est d'avoir un impact certain sur les couches intellectuelles, sur les couches universitaires de la population roumaine, ce qui n'est pas toujours fréquent, et avec notamment un nombre assez étonnant de plumes, de grandes figures intellectuelles qui vont rejoindre, qui vont se situer dans le sillage de la garde de fer un certain temps. Alors, la garde de fer va effectivement avoir un gros impact sur la jeunesse universitaire de son temps. Et ça se voit même d'ailleurs dans la liste de son martyrologue, où le nombre d'étudiants, de lycéens tués, sacrifiés est important. La garde de fer va aussi avoir un impact très fort sur les milieux intellectuels de son époque. Et artistique aussi. Et artistique. Mais par exemple, demandons à n'importe quel auditeur de nous citer 4 écrivains roumains. Les principaux écrivains roumains qu'on connaît en France, c'est Virgile Georgiou, l'auteur de la 25e heure, romancier, prêtre. C'est Mircea Eliade, historien des religions, philosophe. C'est Émile Cioran, philosophe, et c'est Eugène Ionesco, dramaturge bien connu, Rhinocéros, La cantatrice chauve, etc. On peut aussi citer Vintilia Auria, mais bon, sûrement moins connu de nos auditeurs. Voilà. Mais ces 4-là, le nom parle, même Virgile Georgiou, il y a un film célèbre qui a été tiré de son œuvre, avec Anthony Quinn. Bon. Donc on est vraiment j'allais dire, dans des stars de l'écriture, des gens connus, reconnus pour leur art. Bon, faut savoir que ces 4-là ont été membres ou compagnons de route extrêmement proches de la garde de fer. Tout ça pour effectivement illustrer l'impact du mouvement de la garde de fer sur cette jeune génération d'intellectuels, de lettrés, qui d'ailleurs ne s'est jamais renié, tout au plus à amender certains textes ou certains propos qui avaient pu être tenus dans certains contextes à l'époque, mais jamais aucun des 4 n'est revenu en reniant l'engagement qui avait été le sien. Cioran, il a eu un peu de mal quand même à assumer. On a réédité récemment d'ailleurs cette transfiguration de la Roumanie, qui est un texte assez étonnant, dans la lignée de Spengler, et qui montre bien cette période particulière qui était celle de sa vie. Et Eliade, c'est vrai, dans sa carrière universitaire nord-américaine, il ne peut pas quand même trop le rappeler, faut être honnête. Claude Mouty et d'autres l'ont bien montré. Ils n'en ont pas fait effectivement un étendard. Ouais. Mais on n'est pas dans la repentance. Ils n'ont pas fait la contrition, c'est clair. On n'est pas dans la contrition, voilà. C'est ce que je voulais dire. Après, de loi passée sur les ponts, ils en ont pas forcément fait oui, chacun a eu son cheminement existentiel. Son cheminement, mais on n'a pas eu de reniement, de contrition, de coulpe battue sur le sujet. Et puis, je voudrais quand même citer deux autres publics qui seront particulièrement sensibles aussi à l'action de la garde de fer. On a un petit peu évoqué, c'est évidemment la paysannerie, qui trouve à travers la garde de fer une réponse à sa déshérence à la fois spirituelle et matérielle. Et puis les ouvriers. Alors, les ouvriers sont pas très nombreux en Roumanie à l'époque. La Roumanie ne fait pas partie des grands pays industriels 8%, et industrialisés. 8%. Voilà. Mais par exemple, le mouvement légionnaire, le mouvement de Codreanu, se dote d'un corps d'ouvriers légionnaires. Ce corps d'ouvriers légionnaires, pour simplement donner un exemple, compte à l'époque, au milieu des années 30, compte à Bucarest 8000 adhérents, quand le Parti communiste roumain ne compte à Bucarest, à la même époque, que 1000 adhérents.
On voit bien à ce moment-là dans quelle direction glisse le mouvement ouvrier roumain en direction de la Légion. On est dans une partie nationale et sociale, deux mots qui sonnent familièrement à nos oreilles. Alors, contexte des années 30, implication donc de la garde fer dans le processus électoral. Comment réagit le pouvoir? En plus, vous allez nous le dire tout de suite, on est face à un durcissement aussi politique de la part du pouvoir, avec une dérive autocratique, une dérive dictatoriale de la monarchie. Alors, on est dans une dérive dictatoriale de la monarchie, on est dans la peur des élites politiques de voir échapper le pouvoir, avec notamment la fameuse barre des 40% qui garantit les 2/3 des sièges. La garde de fer donc, est dissoute une première fois à la veille des élections de 1930. Elle est redissoute à la veille des élections de 1932, ce qui n'empêche pas la garde de fer de se présenter, et cette fois de concrétiser les 2 élections partielles qui avaient vu notamment l'élection de Codreanu à la Chambre, puisque là, elle obtient 5 députés. Nombre de parlementaires symbolique, mais qui lui permet de dire, de pouvoir prétendre à peser réellement sur le jeu électoral, sur l'élection. Là aussi, il convient de préciser d'ailleurs que la garde de fer, 5 députés, ça peut sembler peu, mais la garde de fer n'a pas présenté des candidats partout, et c'est notamment dû au fait qu'elle a dû gérer son interdiction, et que dans un certain nombre de préfectures, ces candidats et ces bulletins de vote n'ont pas été tolérés et admis. La garde de fer continue à se développer, malgré les interdictions. Il y a une persécution qui s'intensifie, persécution qui se manifeste par des arrestations, par des tortures, par des assassinats en prison de militants. Les chiffres, alors on fait dire ce qu'on veut aux chiffres et on peut toujours les discuter, mais il semblerait que de 1930, fondation formelle de la garde de fer en tant que structure d'élite, jusqu'à 1941, il semblerait que près de 6000 militants de la garde de fer aient été tués. On ne parle pas d'emprisonnés. Avec toujours l'engrenage des vengeances. Voilà, l'engrenage des vengeances. Des représailles. Des vengeances et des représailles assumées. C'est-à-dire on continue à alimenter le martyrologue à travers les représailles. En parlant de martyrologue, venons-en ce funeste mois d'avril 1938. Qui va avoir une issue tragique un peu plus tard. Que se passe-t-il ce mois-ci? Alors, avant de venir à ce mois d'avril, il faudrait peut-être évoquer rapidement le mois de décembre 1937, qui voit la percée électorale de la garde de fer. Oui. Percée électorale avec près de 16% des voix. La garde de fer arrive 3e formation politique, et surtout, les grandes formations politiques qui détenaient le pouvoir passent sous la barre des 40%, et donc perdre la majorité des 2/3, et la Roumanie se trouve dans une situation de non-gouvernance. Ou plus exactement, si le roi veut que la Roumanie soit gouvernée, il est obligé, mathématiquement parlant, de faire appel à la Légion et à la garde de fer, qui sont passés de 5 à 66 parlementaires, ce à quoi les partis anciennement majoritaires et le pouvoir royal se refusent. Et donc au mois d'avril 1938, sous le prétexte un peu fallacieux d'un outrage adressé par Codreanu au chef d'un parti parlementaire, Nicolae Iorga, Codreanu est arrêté et condamné à de la prison ferme. Ça sent le procès politique à plein nez. Rappelons quelques mois auparavant, au mois de février, le roi Carole II a dissous donc le Parlement, où justement la Légion formait une sorte de minorité de blocage. Après dissolution, voilà. Après dissolution, une sorte de coup d'État institutionnel. Et effectivement, la suite logique de ce coup d'État institutionnel consiste à décapiter la Légion.
Codreanu donc est arrêté sous un prétexte qui est fallacieux, condamné à la prison ferme. Il ne recouvrera jamais la liberté, puisque le 30 novembre de la même année, il est assassiné, il n'y a pas d'autre terme à employer, lors d'une pseudo-tentative d'évasion avec plusieurs dizaines d'autres détenus, lors d'un transfert de prison à prison dans la forêt du Tankabesti. Alors, on a su depuis, parce qu'il y a un certain nombre d'archives qui sont ouvertes, on a eu confirmation qu'il s'agissait bien d'un assassinat, c'est-à-dire que les fosses communes étaient déjà creusées, on a fait sortir tous les détenus, dont Codreanu et une grande partie de cadres de la garde de fer. Ils ont été exécutés dans les fosses directement, et puis quelques temps après, on est même venu réouvrir les fosses et déterrer les corps et les noyer dans des bains d'acide pour tenter de faire disparaître toute trace, pour éviter ensuite toute manifestation populaire sur la tombe des uns et des autres. À ce moment-là, la garde de fer traverse une des périodes les plus sombres de son histoire. Elle est frappée de plein fouet par la répression du roi Carol, qui devient féroce, qui devient extrêmement féroce. Beaucoup de militants sont incarcérés, sont battus, sont assassinés, sont torturés. Je vous dis, sur l'ensemble de la période, une grosse dizaine d'années, c'est quand même 6000 tués dans les rangs de la garde de fer. C'est pas rien. Non, on est vraiment dans le règne de l'arbitraire. On est vraiment de l'arbitraire et de la violence politique, de l'assassinat politique, de la terreur politique. Alors, qui prend la suite de Codreanu ? Alors, celui qui prend la suite de Codreanu, c'est un dénommé Horia Sima, qui a fait partie d'une des premières sections du mouvement légionnaire, de la Légion de l'Archange Michel, dès 1927. Donc c'est un homme jeune, mais déjà un ancien militant, qui prend la suite et qui, d'Allemagne où il est réfugié, coordonne la résistance des légionnaires sur place. Et puis, à partir de 1940, septembre 40, Sima rentre en Roumanie et là, les légionnaires déclenchent ce qu'on a appelé la révolution légionnaire à partir du 3 septembre, qui est une espèce de soulèvement de la garde de fer clandestine dans une situation qui tournait déjà largement à la guerre civile. Le roi Carol, 3 jours après, abdique et s'enfuit. Et on institue un État légionnaire, un État national légionnaire, reposant sur 2 têtes, si je puis dire, Horia Sima, qui représente la Légion, et puis le général Antonescu, qui est propre à rassurer les classes dominantes et l'armée. Qui apparaît comme étant un élément, un facteur d'ordre, et qui prend le titre de conducator. Qu'on pourrait comparer des figures comme Franco ou l'amiral Horthy en Hongrie. Qu'on peut comparer à une figure comme Franco ou l'amiral Horthy, tout à fait. Une figure conservatrice, quoi. Une figure conservatrice. Et d'ailleurs, à l'instar de Franco, Antonescu va chercher à prendre la main sur la garde de fer. Il lui manque en effet cette dimension politique. C'est un général, c'est un militaire, il a le soutien des classes conservatrices, mais il n'a pas d'appareil politique à sa disposition, et il est tenté, à l'instar de Franco, de mettre la main sur l'appareil politique du moment, la garde de fer. Et en janvier, la garde de fer, en janvier 41, la garde de fer qui ne souhaite pas se faire instrumentaliser, qui ne souhaite pas se faire dévorer par le général Antonescu, qui n'a pas l'aura autant Franco a une aura de chef militaire en pleine guerre civile et de chef victorieux, et il peut asseoir une forme de légitimité là-dessus, autant ça n'est pas le cas d'Antonescu, et la garde de fer refuse de se laisser instrumentaliser, et il y a un second coup d'État institutionnel déclenché par Antonescu
qui voit effectivement la victoire d'Antonescu sur la gare de fer et la mise au pied de celle-ci. Oriasima s'enfuit. Il y a un véritable combat. Un véritable combat, oui, ça se bat. Rien qu'à Bucarest, il y a à peu près 600 tués dans les affrontements. Donc c'est pas simplement, effectivement, c'est institutionnel, mais ça ne veut pas dire révolution de palais. Ça se bat vraiment. Et la plupart des cadres légionnaires s'enfuient en exil, la plupart en Allemagne. C'est le cas d'Oriasima, où d'ailleurs ils vont être placés en résidence surveillée, ou pour certains en camp de concentration, incarcérés. Quelques mots sur le jeu des Allemands, justement, qui sont parties prenantes dans ces événements. Alors, le jeu des Allemands, les Allemands vont jouer, comme dans la plupart des pays satellites de l'époque, vont jouer la carte du militaire conservateur, comme ils vont le faire en France avec Pétain, par exemple. Voilà, en Hongrie avec Horthy, on a dit. Hongrie avec Horthy. Voilà. Et là, très clairement, les Allemands jouent la carte d'Antonescu. Et lorsque les combats, d'ailleurs, éclatent entre la garde de fer et l'armée roumaine, la partie de l'armée roumaine qui est proche d'Antonescu, puisque une partie de l'armée roumaine adopte le combat des légionnaires, les troupes allemandes interviennent aux côtés des troupes d'Antonescu pour permettre... Malgré le soutien de certaines sphères nazies, quand même, à la Légion. On parle de la SS et d'Himmler, du SD, aussi, service secret de la SS, qui ont essayé d'emprisonner en armes légères, en tout cas, la Légion. Oui, et qui ont essayé, puis qui ont surtout permis l'exfiltration d'un certain nombre de cadres légionnaires. Mais les consignes étaient très strictes. Hitler préférait un régime militaire, autoritaire, conservateur, stable plutôt qu'un régime national qui aurait pu, pourquoi pas, un jour claquer la porte à une alliance avec l'Allemagne pour défendre les intérêts de la nation roumaine. Donc là, on est dans... Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse, c'est que on a beaucoup parlé de judéophobie de la gare de fer, et il y a notamment un reproche qu'on trouve assez couramment sous la plume de beaucoup d'historiens sur notamment le fameux pogrom de Bucarest perpétré par la garde de fer en 1941, qui aurait vu la mort de 118 juifs massacrés par la garde de fer. Or, il y a une incohérence dans les dates, c'est que ce pogrom a lieu en février 1941, et à cette date-là, la gare de fer a déjà été écrasée par les troupes d'Antonescu, et les responsables de la gare de fer sont déjà partis en exil. Donc, je nie pas l'existence de ce pogrom, je dis simplement qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de la gare de fer, et qu'en l'occurrence, là, il y a une petite incohérence dans les dates. La gare de fer ne peut pas avoir été éjectée de Roumanie en janvier et être coupable d'un pogrom au mois de février. Donc, Sima et ses compagnons sont ressortis de leur camp par les Allemands à la fin du conflit. Tout à la fin, en 1944. Où on leur demande de mettre en place un gouvernement national roumain, ce qu'ils font devant l'urgence de la poussée des troupes soviétiques qui occupent d'ailleurs la quasi-totalité du territoire roumain déjà à l'époque. Ce gouvernement provisoire durera quelques mois avant de s'effondrer dans la débâcle allemande. Il y a un point qu'il est intéressant de souligner notamment, sur la gare de fer, c'est que la gare de fer bénéficiera d'un non-lieu lors du procès de Nuremberg. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience de ça. On a fait beaucoup de procès d'intention à la gare de fer. C'est un mouvement qui conserve une image un peu sulfureuse, un peu délétère, etc. C'est un mouvement qui a été absous lors du procès de Nuremberg, lors du procès de Nuremberg, on ne peut pas considérer que les juges aient fait preuve d'une énorme mansuétude à l'égard des uns les autres. Pour que la garde de fer en sorte blanchie, lavée de soupçons de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, etc., ou de collaboration, il fallait vraiment qu'elle soit assez nette sur le sujet. Voilà. La garde de fer va se réorganiser en exil, on en disait quelques mots tout à l'heure. Jusqu'en 1956 à peu près, il y aura une persistance de réseau de la garde de fer
en Roumanie même, avec même jusqu'à la fin des années 40, début 50, quelques réseaux armés de la gare de fer qui vont continuer à fonctionner à l'intérieur même de la Roumanie. Et puis à partir de 56, qui coïncide avec l'écrasement du soulèvement hongrois, s'en est terminé de l'action directe de la gare de fer, l'action clandestine directe de la gare de fer en Roumanie même. Et là, elle replie ce qu'elle peut replier en France, en Espagne, en Argentine, au Brésil, mais c'en est fini d'une action militaire et politique directe sur place. Alors, après le coup d'État néo-communiste de 1989, de décembre 89, quelle va être un petit peu la postérité, si on peut parler de postérité, de ce mouvement, en Roumanie même tout d'abord, et ensuite, deuxième question, qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui se réapproprier positivement de cet exemple, sans pour autant faire preuve de fidéisme nostalgique, qui nous concerne beaucoup moins en tant que Français, bien sûr, que si nous étions roumains. Alors, Horia Simal, successeur direct de Codreanu, décède en 93. Sa mort laisse dans le mouvement légionnaire un grand vide parce qu'il n'a pas vraiment préparé sa succession, parce que préparer la succession dans un mouvement qui a passé une bonne 50aine d'années de sa vie en exil est extrêmement complexe et difficile. Et à ce moment-là, beaucoup ont pu penser que le mouvement légionnaire ou le courant légionnaire allait disparaître. Pourtant, il y a un mouvement qui voit le jour la même année de la mort d'Horia Simal, qui s'appelle le Parti pour la Patrie, qui est constitué d'anciens de la gare de fer. Et là, on peut considérer qu'il y a une filiation directe avec la vieille gare de fer de Codreanu, de Sima, et la gare de fer en exil de Sima et Brodesco. Il y a un passage de témoins. C'est un mouvement, c'est un petit parti qui existe toujours, qui se signale surtout par un certain nombre de commémorations, la mort du capitaine, son assassinat, tel ou tel, la mort de tel ou tel martyr de la cause légionnaire. C'est un parti qui, à ma connaissance, n'a jamais tenté d'affronter les élections. C'est un parti qui se cantonne plutôt dans le souvenir, le maintien d'une flamme, d'une tradition. Je ne porte pas un jugement de valeur. J'estime que, en l'occurrence, compte tenu de l'histoire du mouvement légionnaire, compte tenu de la naissance même de ce mouvement, c'est quelque chose d'extrêmement honorable, maintenir la flamme. Et puis il y a d'autres mouvements qui aujourd'hui se réclament de manière très directe de la gare de fer. Alors je suppose que vos auditeurs connaissent très bien le mouvement Noua Drepta, la nouvelle droite roumaine, qui revendique clairement l'héritage de Codreanu. On les voit en chemise verte. On les voit en chemise verte. Ils sont très présents sur les commémorations, mais pas seulement sur les commémorations. C'est un mouvement activiste. Quand je dis activiste, c'est là non plus, je n'emploie pas un terme au sens péjoratif du terme. C'est un mouvement militant qui ne se présente pas aux élections, mais qui est extrêmement présent dans la vie politique Est-ce que dans l'éthique personnelle, les gens militants ont essayé de se rapprocher du modèle justement du NI? On n'a pas parlé des structures du NI. Bon, on a un temps un peu limité malheureusement pour ce sujet vaste et passionnant. Mais est-ce qu'il y a une volonté aussi d'essayer de retrouver certains exemples de la gare de fer de l'époque, dans les exigences qui sont celles des militants, des formes d'engagement, etc. Alors, moi, je pense que ce mouvement Nouvelle Droite, mais comme d'autres qui existent, par exemple, il y a une gare de fer qui existe aussi, il y a une Légion de l'Archange Michel qui s'est reconstituée, il y a un mouvement légionnaire Tout pour la Terre, il y a un mouvement pro-patria, il y a un groupe Zéléa Codreanu, il y a beaucoup de choses. Une alliance nationale, il y a plein de petits mouvements qui se revendiquent de l'héritage de Codreanu, mais je dirais que
aucun, à mon sens, aucun n'est dans cette logique de révolution spirituelle qui a pu caractériser le mouvement légionnaire tel que l'avait voulu, souhaité, conçu Codreanu. Il est vrai que nous sommes aussi dans notre contexte. On est dans un autre contexte, voilà. donc on est dans une forme. Pas les choses. Voilà, on est dans une forme d'imitation avec le port de la chemise verte, avec les références au texte et à la figure de Codreanu et à la figure d'un certain nombre de proches de Codreanu. Les martyrs Mota, Marine, tués lors de la guerre d'Espagne ne sont pas oubliés dans les cérémonies commémoratives, mais on est loin de l'idée spirituelle, ascétique, de ce nouvel ordre de chevalerie qu'avait envisagé, auquel avait rêvé Codreanu. Non, on n'est pas dans la copie conforme. Milice, voilà. On n'est pas dans la copie conforme, mais là aussi, vous le rappeliez et vous le disiez fort justement, comment peut-on être dans la copie conforme près de 80 ans après les événements. Oui, mais surtout à une époque où on ne rentre plus en politique, on rentre en religion. Voilà, c'est vrai que dans une société dans la société liquide dans laquelle nous vivons. Dans une société qui a complètement évolué, dans une société roumaine en plus, qui a vu passer sur elle comme un rouleau compresseur idéologique, moral, économique, social, près de 50 années de communisme, et du communisme le plus rude, le plus dur. Voilà, qui laisse de longues traces. De longues traces. Donc, il est clair que aujourd'hui, les successeurs affichés de Codreanu surprendraient tout le monde s'ils étaient dans cette logique. Comment se réapproprier aujourd'hui ? Donc, principalement, je pense, par l'idée de révolution intérieure, par l'idée de travail sur soi, par l'idée d'une éthique exigeante, d'opérer, avant tout, une transformation qui nous mette en rupture avec les canons et les schémas de cette société dans laquelle nous débattons. Alors, quelques lectures à proposer pour nos éditeurs. Moi, je voudrais simplement évoquer un ouvrage récent qui est accessible, à la différence d'autres qui sont difficiles à trouver. Il s'agit de l'ouvrage de Michel Bertrand, intitulé Codreanu et la garde de fer, histoire d'une tragédie 1920-1945, édité par Acribeia. Il est sorti en 2010, disponible pour la modique somme de 30 €, un ouvrage extrêmement bien conçu avec un magnifique cahier photo et qui, je pense, opère une bonne synthèse de cette singularité militante et spirituelle que fut la garde de fer. D'autres suggestions, mon cher Sylvain ? Alors, moi, deux autres suggestions, alors, plus difficiles à trouver, parce que plus anciennes, il faut fouiller, mais sur Internet, ça doit être encore trouvable. L'histoire du mouvement légionnaire d'Oria Sima, aux éditions Dacia, à Rio. Il faut chercher, là. Il faut chercher, mais je crois qu'à l'époque, ils en avaient sorti beaucoup. Et puis, La garde de fer, de Cornelius Elia Codreanu, aux éditions Prométhée Paris. Là aussi, il faut chercher parce que c'est un peu ancien. Et puis, alors là, c'est presque introuvable, mais je lance d'ailleurs un appel s'il y a des gens qui souhaitent rééditer quelque chose, ça vaudrait le coup de le rééditer. Le numéro double 18-19 de la revue Totalité. La revue traditionnaliste et révolutionnaire animée par Georges Gondinet. Voilà, donc numéro de l'été 84, ce qui ne rajeunit personne, consacré à un mouvement chevaleresque au XXe siècle, la garde de fer. Une compilation d'articles qui sont tous plus exceptionnels les uns que les autres. Je rajouterai aussi une réédition récente, celle du livret du chef de nid, signé par Cornelius Elia Codreanu, aux éditions Notre Combat, je crois disponible pour la modique somme de 5 €. Belle petite réédition. Puis bien sûr, voilà, donc ne pas hésiter à fouiner. Il y a aussi les ouvrages, on peut citer les ouvrages de Fausto Bradesco sur le nid, etc., etc. Voilà, donc là, pour nos auditeurs qui sont des chineurs et des fouineurs en âme, il y a du travail, en tout cas un univers passionnant à redécouvrir, qui peut nous inspirer, en tout cas sur les thématiques et les points que nous avons soulignés. Malheureusement, nous avons dû être un peu brefs, 1h30 est un peu courte pour cerner cette problématique. Il n'est pas exclu que nous puissions revenir d'une manière ou d'une autre. En tout cas, un personnage et un mouvement qui élève l'âme. Qui élève l'âme, indéniablement, en tout cas, qui nous permettent et nous encouragent à découvrir un pays d'Europe que nous connaissons souvent mal, malheureusement, la Roumanie. Donc,
là, aussi se plonger sur des ouvrages qui nous permettent de mieux connaître cette terre d'Europe orientale. Je penserai à l'ouvrage de Luchamboia, donc sur la Roumanie aux belles lettres, et l'ouvrage de Mircea Kogan, donc la Roumanie, histoire et culture, aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. C'était Monsieur PGL qui vous parlait ce soir, accompagné par Wiesdorf et Monsieur Lord Tesla à la technique. Nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Roussillon, que nous espérons véritablement accueillir à nouveau sur ces ondes. Monsieur PGL à la barre, plus que jamais restez éveillés, formez-vous et à l'abordage. Pas de quartier.